Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue sur Africa 24, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine. À la une de cette édition, la FinTech confirme son rôle de moteur de la transformation économique du continent, porté par l'essor du mobile money et le développement de l'inclusion financière. Nous reviendrons également sur la stratégie de Coris Bank International en faveur des PME, les nouveaux engagements de la Banque islamique de développement pour soutenir les infrastructures, l'énergie et l'agriculture, sans oublier les principales actualités économiques de la semaine sur le continent. Enfin, découvrez le portrait de Dumisani Masilela, nouveau secrétaire exécutif de l'Union douanière d'Afrique australe. La FinTech s'impose comme un levier central de transformation économique en Afrique en redéfinissant les dynamiques financières et commerciales du continent. Elle favorise une inclusion financière massive et soutient l'essor du mobile money qui structure aujourd'hui une grande partie des échanges numériques. Cette infrastructure contribue directement à l'intégration régionale et aux ambitions de la zone de libre-échange continentale africaine en facilitant la circulation des biens, des services et des capitaux. Un reportage de Philomène Tin. Véritable moteur du renouveau africain, la FinTech redéfinit les dynamiques économiques du continent. L'Afrique subsaharienne concentre plus de 2/3 des comptes mondiaux de mobile money, soit près d'1 milliard de comptes actifs, générant des transactions de plusieurs centaines de milliards de dollars. Cette infrastructure numérique soutient la zone de libre-échange continentale africaine, dont l'impact est estimé à 457 milliards de dollars d'ici 2035, en facilitant l'intégration et l'interconnexion des marchés. Bon, aujourd'hui, les FinTech, leur rôle essentiel, c'est de pouvoir promouvoir l'activité de la finance digitale. Et si on dit l'activité de la finance digitale, dans ce nom-là, il y a la finance. Et dans la finance, c'était une activité réservée par les banques. Donc aujourd'hui, il y a d'autres entités, notamment les distributeurs, les partenaires financiers, les agrégateurs. L'intégration financière s'accélère avec la baisse des coûts de transfert transfrontalier, passé de plus de 7% à moins de 3% sur certains corridors. Le système de paiement et de règlement panafricain facilite les paiements en monnaie locale, tandis que la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, prévoit une hausse de plus de 50% du commerce intra-africain grâce à la digitalisation des paiements et du financement. Il y a aussi un sujet par rapport aux acteurs traditionnels, les banques, etc., qui elles aussi aujourd'hui doivent jouer un rôle pour promouvoir finalement la dynamique des acteurs traditionnels et des FinTech. Et tout cela, bien sûr, dans le but de favoriser les échanges commerciaux au sein de notre continent, de favoriser l'inclusion financière, de mettre le maximum de jeunes, de personnes dans le coup. La FinTech élargit aussi l'inclusion financière à grande échelle. Plus de 300 millions de micro-entrepreneurs et agriculteurs accèdent désormais à des crédits et assurances numériques via l'IA et les données alternatives. Cette dynamique renforce la productivité et les chaînes de valeur régionales, notamment au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Plusieurs actions ont été entreprises au niveau régional et national pour mettre en œuvre la stratégie d'industrialisation de la SADC ainsi que pour lever les obstacles à la transformation agroalimentaire et aux chaînes de valeur afin d'améliorer la productivité, la compétitivité et l'investissement du secteur privé. En 2025, le secteur de la FinTech a franchi un cap majeur avec un taux d'inclusion financière de 58% en Afrique subsaharienne. Près de 64 milliards de transactions ont été traitées via les systèmes de paiement instantané, représentant environ 2000 milliards de dollars, confirmant la FinTech comme un levier central de l'intégration économique africaine.
L'Afrique s'impose comme un pôle majeur de transformation financière numérique en privilégiant le mobile pour pallier les infrastructures traditionnelles. Le continent fait de la FinTech un moteur essentiel d'inclusion, de développement économique et social. En 2025, le marché de la FinTech en Afrique a généré un chiffre d'affaires cumulé estimé à plus de 30 milliards de dollars. Côté investissement, le secteur est resté le pilier de la tech africaine en mobilisant 1,49 milliard de dollars, soit 37% des financements totaux du capital risque sur le continent. Samantha Saberou nous en dit plus. L'Afrique est aujourd'hui l'un des terrains les plus dynamiques au monde pour la transformation financière. Alors que de nombreuses régions ont construit leur système bancaire autour d'infrastructures traditionnelles, le continent africain a emprunté une voie différente, celle du numérique d'abord, souvent mobile et largement porté par des besoins d'inclusion financière massifs. Dans ce contexte, la FinTech n'est pas seulement un secteur technologique en croissance, elle est devenue un levier structurant de développement économique et social. The financial and economic order many of us have known in our lifetime. Sous contrainte historique de financement, l'Afrique mise sur les fintech pour accélérer sa croissance. Ces innovations transforment les services financiers en facilitant les paiements et en renforçant l'inclusion par un accès simplifié au crédit et à l'épargne. Le continent devient ainsi un laboratoire d'innovation capable d'inspirer les marchés mondiaux. En 2025, le marché de la FinTech en Afrique a généré un chiffre d'affaires cumulé estimé à plus de 30 milliards de dollars. Avec plus de 200 services de monnaie mobile et 2600 FinTech, l'Afrique voit le secteur numérique attirer des capitaux massifs. Le Nigeria domine ce marché qui, en multipliant les licornes, promet de démocratiser le crédit et de transformer l'économie du continent. L'intégration de l'inclusion financière et l'importance des fintech en matière d'inclusion financière des populations africaines qui sont en dehors du champ classique de la finance ont convaincu les banques centrales à adopter une approche complètement différente. La FinTech domine à nouveau le capital risque africain avec 640 millions de dollars levés au premier semestre 2025 selon Africa The Big Deal. Cette dynamique repose sur 5 méga opérations majeures. Wave Money mène la marche avec un financement par dette de 137 millions de dollars suivi de l'Égyptien Bokra 59 millions et du Sud-Africain Stitch 55 millions. Le Nigérian Lemfi a mobilisé 53 millions de dollars, tandis que Tassail a réalisé une émission obligataire de 50 millions. L'essor des plateformes numériques de paiement et la digitalisation croissante des services financiers redéfinissent en profondeur les modalités d'intermédiation financière, tout en interpellant les cadres traditionnels de régulation et de supervision. Ces évolutions constituent indéniablement des leviers puissants de modernisation. Elles offrent des perspectives significatives en matière d'amélioration de l'efficience des paiements, de simulation et de l'innovation et d'inclusion financière. Bien que prometteur, le secteur de la FinTech en Afrique se heurte à des obstacles structurels majeurs. Son déploiement engendre des vulnérabilités non négligeables, particulièrement en matière de cybersécurité, de protection des consommateurs et de confidentialité des informations personnelles. Il est impératif que les acteurs de la technologie financière et les instances de régulation identifient ces périls afin de mettre en œuvre des stratégies de mutation efficaces. Coris Bank International renforce son rôle dans le financement des petites et moyennes entreprises et développe l'inclusion financière dans 11 pays africains. Ce groupe bancaire panafricain étend ses activités à travers la banque traditionnelle, la finance islamique et les solutions numériques afin d'élargir l'accès au crédit et aux services financiers pour les populations mal desservies et le secteur privé. Sarah Yemele.
Basé au Burkina Faso, Coris Holding opère dans la région de l'UEMOA, au Tchad, en Guinée et au Cap-Vert et poursuit son expansion en Afrique centrale. Sa filiale de finance islamique, Coris Bank Baraka, présente dans 9 pays, s'attache à étendre les services conformes à la charia aux populations auparavant exclues du système bancaire grâce à une stratégie de proximité qui élargit l'accès aux services bancaires en zone rurale et urbaine. Le groupe continue d'afficher une forte croissance financière portée par l'aide frais aux PME et le financement du secteur privé avec un actif total dépassant 7 000 milliards de francs CFA. Cette performance se maintient malgré la persistance de contraintes structurelles de financement sur le continent où près de 40% des PME d'Afrique subsaharienne sont confrontées à un déficit de financement représentant un manque de crédit de plus de 300 milliards de dollars américains selon les estimations de la Banque mondiale et de la SFI. Aujourd'hui, nous participons pleinement à l'inclusion financière islamique et à l'inclusion même financière même à travers nos produits de la finance islamique. Alors, c'est axé déjà sur plusieurs plans. Déjà, dans un premier plan, c'est l'approche surtout sur le volet de proximité. L'innovation numérique accélère également la stratégie d'inclusion financière de la banque. Grâce à sa plateforme MyCoris, Coris Bank élargit l'accès aux services bancaires et de finances islamiques via les canaux mobiles et numériques. Selon l'étude Global Findex de la Banque mondiale, 33% des adultes d'Afrique subsaharienne possèdent un compte de monnaie mobile, soit le taux le plus élevé au monde, ce qui souligne le rôle central de la finance numérique dans l'élargissement de l'accès aux services financiers. Il faut dire qu'on est obligé d'aller vers la digitalisation. Et au niveau du groupe Coris, nous avons mis en place un dispositif par rapport à ça. Presque aujourd'hui, la plupart de l'offre finance islamique est digitalisée à travers une application que nous appelons MyCoris. Donc MyCoris, qui prend en compte le volet Coris Bank Baraka, intègre l'offre finance islamique. Donc nous allons travailler et nous travaillons effectivement à développer, à intégrer d'autres mécanismes pour davantage, en tout cas, assurer cette inclusion, en tout cas financière. Au-delà des services bancaires aux particuliers, le soutien au secteur privé demeure un pilier central de la stratégie de Coris Bank avec un accent particulier sur les PME, le financement du commerce international et l'entrepreneuriat local sur l'ensemble de ces marchés. Ce positionnement intervient à un moment crucial pour les économies africaines où l'accès au crédit reste l'un des principaux freins à la croissance des entreprises. On a été récompensé, la banque la plus impactante, en tout cas de l'année. Donc, c'est-à-dire que ICT aujourd'hui reconnaît les efforts du Coris sur les financements du segment PME. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que, en tout cas, c'est un prix vraiment mérité. Et nous percevons ça plus qu'un prix, parce que ce sont des efforts qui ont été récompensés. Ce sont des années quand même de résilience. Ce sont des années de sensibilisation de la population, parce qu'il faut dire que il y a quand même ce segment de la clientèle qu'il faut vraiment sensibiliser au regard de la spécificité de l'activité. Grâce à l'expansion de ses activités régionales, à la forte croissance de son bilan et à l'accent accru mis sur le financement des PME du secteur privé, Coris Bank International renforce son rôle de moteur essentiel de l'inclusion financière et du développement des entreprises à travers l'Afrique. Dans l'actualité en bref de cette édition, la SADC accentue la pression sur la transition à Madagascar. La BEAC anticipe une résilience de l'économie régionale et la communauté de l'Afrique de l'Ouest annonce un budget réformé de 110,9 millions de dollars américains à suivre avec Rina Kwasi. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, réunie en sommet extraordinaire le 29 juin 2026 sous la présidence de Cyril Ramaphosa, a appelé les autorités de transition malgaches à accélérer le retour à l'ordre constitutionnel. L'organisation a réaffirmé la nécessité de mener des réformes politiques inclusives, de libérer les prisonniers politiques, de mettre fin aux arrestations arbitraires et d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles dans le respect des engagements pris. Constatant les retards dans le processus de concertation nationale et de révision constitutionnelle, la SADC a renforcé son dispositif d'accompagnement en élargissant le mandat de son comité des anciens et en approuvant l'ouverture d'un bureau de liaison à Antananarivo. Le sommet a également fait part de ses préoccupations concernant la dégradation de la situation sécuritaire et de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, appelant à une mobilisation régionale renforcée.
réunie le 29 juin 2026 à Yaoundé sous la présidence du gouverneur Yvon Sana Bangui, le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, BACI, a dressé un bilan globalement positif des perspectives économiques de la CEMAC. Si la croissance régionale devrait légèrement ralentir à 3,2% en 2026 contre 3,4% l'année précédente, sous l'effet des tensions géopolitiques mondiales, l'inflation resterait contenue à 2,4%. La Banque centrale anticipe également une progression de la masse monétaire de 13,1%, un renforcement des réserves de change à 4,72 mois d'importation et une amélioration du taux de couverture extérieure de la monnaie à 70,7%, témoignant d'une résilience accrue des économies de la sous-région. La communauté d'Afrique de l'Est a présenté un budget de 110,9 millions de dollars pour l'exercice 2026-2027, le premier élaboré selon une nouvelle formule de financement destinée à renforcer l'autonomie financière du bloc. Présenté par la présidente du Conseil des ministres de la CAE, Rebecca Kadaga, ce budget prévoit que 62% des ressources proviendront des États membres et 38% des partenaires au développement. Désormais, la moitié des contributions nationales sera répartie de manière égale entre les pays membres, tandis que l'autre moitié dépendra de la taille de leur économie. Cette réforme accompagne le lancement de la 7e stratégie de développement de la CAE 2026-2031, axée sur l'approfondissement de l'intégration régionale, le renforcement de la résilience économique, la transformation numérique et la mobilisation des ressources internes. La Banque islamique de développement renforce son soutien aux économies africaines. Réunis à Bakou du 16 au 19 juin dans le cadre de leur réunion annuelle 2026, les pays membres ont validé de nouveaux financements en faveur des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture. Des engagements qui traduisent la volonté de faire de l'investissement un levier de croissance durable sur le continent. Les détails avec Jonathan Messi. Le portefeuille de coopération entre la Guinée et la Banque islamique de développement totalise des engagements cumulés de 1,4 milliard de dollars américains, confirmant l'institution comme le premier partenaire multilatéral du pays en volume de financement et de décaissement. À l'occasion des assemblées annuelles 2026, organisées à Bakou, en Azerbaïdjan, les autorités guinéennes ont présenté un portefeuille de projets estimé à près de 1,4 milliard de dollars américains. Ce portefeuille porte principalement sur le développement des infrastructures, le renforcement du système de santé et la mise en œuvre de programmes sociaux. L'objectif est de mobiliser davantage de ressources pour accélérer la réalisation des investissements structurants inscrits dans la stratégie nationale de développement. Aujourd'hui, c'est le plus grand portefeuille des banques de développement en Guinée. La BID est le premier en tant que financement, mais aussi en tant que décaissement. Les projets sont des projets d'ordre social, des projets infrastructurels, de santé. On est vraiment encouragé de l'engagement de la BID. Au cœur de cette coopération figure Simando 2040, Programme national de développement socio-économique et de transformation industrielle de la République de Guinée. Il prévoit 122 mégaprojets et 36 réformes pour un besoin de financement estimé à plus de 200 milliards de dollars sur 15 ans. Le programme cible les infrastructures de transport, la transformation locale des ressources minières et le renforcement de l'intégration économique nationale. Simando 2040 dont je faisais allusion un peu plus tôt, c'est un programme de développement de 122 mégaprojets, 36 réformes. Et nous devons mobiliser plus de 200 milliards de dollars pour financer ce plan de développement. Pour concrétiser cette ambition, la Guinée accélère les réformes de gouvernance et s'appuie sur ses partenaires techniques et financiers. Le projet intégré de Simandou, combinant mines, chemin de fer et ports en eau profonde, constitue la pierre angulaire de la stratégie nationale. Le pays présentera aussi son 3e rapport national volontaire sur les ODD, renforçant ses engagements internationaux en développement durable. La 9e session conjointe du Comité technique spécialisé CTS de l'Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration, ainsi que la 5e session du CTS sur le commerce, le tourisme, l'industrie et les minéraux se tiendront du 20 au 24 juillet 2026 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette réunion rassemblera
des ministres, des gouverneurs de banques centrales, des décideurs politiques, des experts et des partenaires au développement, afin d'examiner les progrès accomplis dans les cadres économiques continentaux et de renforcer la coordination des politiques financières, commerciales et industrielles. Les discussions porteront sur la mobilisation des financements pour l'industrialisation de l'Afrique, la promotion de la transformation économique, le soutien à l'intégration régionale et l'alignement des politiques sur les objectifs de l'agenda 2063. Du 15 au 17 septembre 2026, Banjul, capitale de la Gambie, accueillera la conférence annuelle inaugurale de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO RK. L'événement se tiendra sur le thème politique de la concurrence et intégration des marchés au sein de la CEDEAO, enjeux, défis et opportunités. La conférence réunira des autorités de la concurrence, des décideurs politiques, des régulateurs, des universitaires, des praticiens du droit, des juges, des partenaires au développement et des professionnels de la concurrence d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs marquant le début d'un dialogue régional continu sur la politique de la concurrence au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À la tête de la plus ancienne union douanière au monde depuis le 1er mars 2026, Dumisani Masilela succède à un responsable du Lesotho et devient le premier ressortissant de l'Eswatini à diriger durablement l'union douanière d'Afrique australe. Ancien directeur de l'administration fiscale de son pays et expert au Fonds monétaire international, il prend les rênes d'une institution stratégique pour l'intégration économique de l'Afrique australe. Le portrait d'un homme appelé à relever de nombreux défis avec Sira Adjé. C'est une nouvelle étape dans le parcours de Dumisani Masilela, ancien commissaire général de l'administration fiscale de l'Eswatini et désormais le secrétaire exécutif de l'Union douanière d'Afrique australe, la SACO. Il a officiellement pris ses fonctions le 1er mars 2026 au secrétariat basé à Namibie. Cette organisation régionale regroupe 5 pays, dont l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, le Lesotho ainsi que l'Eswatini et constitue un pilier majeur des économies de ces États membres. En tant que dirigeant du secrétariat de la SACU, cela témoigne de l'engagement de la Namibie envers le processus d'intégration régionale. Nous avons discuté de plusieurs questions très pertinentes concernant la région elle-même en matière d'intégration. La nomination de Dumisani Masilela est intervenue à l'issue d'un processus de sélection rigoureux au cours duquel il s'est imposé comme le candidat le mieux classé avec un soutien unanime des États membres. Avant sa prise de fonction, il occupait un poste de conseiller technique au Fonds monétaire international à Washington après une expérience en Afrique centrale dans la gestion des recettes publiques. Son profil de technocrate et son expertise en fiscalité font de lui un acteur clé dans une institution où les décisions économiques sont souvent sensibles. Face au dynamisme que nous observons dans l'environnement mondial, toute organisation ou tout dispositif doit se réinventer de temps à autre. À la tête de la SACU, Masilela devra relever des défis majeurs. L'organisation la plus ancienne union douanière au monde est confrontée à des enjeux complexes liés au partage des revenus, aux politiques tarifaires et aux mutations du commerce international. Dans un contexte de tension économique globale, sa mission consistera à préserver la cohésion entre les pays membres tout en renforçant l'intégration régionale et les capacités industrielles communes. Actuellement, la SACU est engagée dans une initiative visant à se réinventer. Nous avons également abordé la stratégie car la SACU a élaboré et approuvé une stratégie couvrant la période 2022 à 2027. Avec ces nominations, il incarne une nouvelle génération de dirigeants africains issus de l'administration publique et des institutions internationales. À la tête de la SACU, il porte désormais la responsabilité de consolider un espace économique régional stratégique tout en inscrivant son action dans une dynamique de réforme et de modernisation. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Retrouvez l'ensemble de nos journaux sur nos différentes plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur Africa 24, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.